Cette semaine, à la version longue, je reçois Marco Monzon, directeur général du comité Logement Rive-Sud. Donc, on a un sujet extrêmement dans l'air du temps. Le comité Logement Rive-Sud, Marco va en parler plus grandement, mais ça touche vraiment un organisme sur la mobilisation autour des droits des locataires. Et fait qu'on couvre vraiment le sujet pendant 55 minutes. On a vraiment parlé de toute la hausse des loyers, des évictions, rénovictions. Écoute, on passe vraiment à travers le sujet. C'est une conversation très importante et très intéressante. J'espère que vous allez apprécier. Monsieur Marco Monzon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci. J'imagine que c'est une période quand même un peu occupée ces temps-ci, dans le moment des renouvellements, /éviction, tout ça. J'imagine que... Merci d'avoir pris du temps pour... Oui, c'est une période occupée. Je vous dirais que dans le passé, j'aurais dit que c'était la période occupée, mais malheureusement, depuis 3 ans à peu près, là, je dirais qu'il y a peu de périodes creuses. Au comité Logement Rive-Sud, il y en a très peu. Ah ouais, comment ça? On parle beaucoup dernièrement de la crise du logement. Là, nous, les premières indications qu'on a eues, c'est en 2018, mais en 2019, à l'été 2019, c'est là qu'on a vu les premiers, si on veut... les indicateurs qui... Mais les gens qui voulaient déménager, c'est là qu'ils ont constaté, si on veut, que la province a constaté qu'il y en avait peu de logements disponibles. Ouais. À partir de l'été 2019, puis depuis ce temps-là, la crise du logement, c'est pas juste des logements qui sont pas disponibles, c'est une hausse des loyers, c'est aussi toutes sortes de problèmes qui ont été complexifiés, entre autres par la pandémie puis les mesures sanitaires. Là. Donc, beaucoup de personnes qui ont été fragilisées par la situation, puis qui avant nous appelaient pas, mais qu'aujourd'hui nous appellent. Il y a aussi toute une mécanique dans le marché locatif qui a penché, qui a toujours été à la faveur des propriétaires immobiliers, mais qu'avec la pandémie puis avec la crise du logement, là, on se retrouve dans une situation où le marché est complètement dérégulé et il est vraiment très à l'avantage des propriétaires. Donc, on a de plus en plus de locataires qui nous appellent. Ça s'explique pour ça. Là. Mais la crise du logement, c'est sûr qu'on le sent que ça s'accentue, mais il me semble, j'entends ça depuis longtemps. On dirait que ça traîne depuis peut-être même une dizaine d'années, peut-être même plus. On dirait que... Ouais. On sentait peut-être venir, il me semble qu'on entendait des nouvelles, il manque justement de construction de logements, que ce soit des logements sociaux ou même logements tout court. Là, oui, effectivement, parce que ça fait des années qu'il y a un manque de logements sociaux, qui s'en construit très peu de logements sociaux à travers la province. Là. C'est pas quelque chose qui est propre à la Coalition Avenir Québec. Là. Ça a commencé avec les gouvernements précédents, où il y avait de moins en moins d'investissements en logement social, puis la nature des programmes, la façon que les programmes étaient gérés, mais c'est de plus en plus difficile pour les promoteurs, les groupes qui développent du logement social, de faire sortir les unités. Là. Donc, on s'est retrouvé, peut-être, on a entendu parler, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, elle parlait qu'il y avait comme des unités de prise dans la machine, qu'on disait, là, à peu près 15 000. Là. On parle d'unités prises. C'est ça, donc c'est un peu pour ça. Là. Fait nous, ce qu'on voyait de nos partenaires qui développent du logement social, c'est que les critères pour développer devenaient toujours de plus en plus difficiles. Et les sous qui étaient alloués au développement de logement social ne suivaient pas les coûts réel. Ouais. Donc, il y a eu de ça là, qui s'est passé là aussi. Puis, je pense que c'est pas faux de dire qu'il y a eu un laisser-aller de la part des différents gouvernements, là, de laisser la crise s'accentuer jusqu'à temps qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais ça, on reviendra, là, le logement social. Plus tard, là, c'est parce que avant qu'on s'emballe, je vais peut-être mettre en lumière le comité logement. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est un truc de la défense des droits des locataires. C'est ça. Le comité Logement Rive-Sud, c'est un organisme qui existe depuis 1978. Okay. C'est un organisme de défense des droits des locataires, effectivement. Puis nous, ce qu'on fait, c'est de la défense des droits individuels et collectifs. La défense des droits individuels, c'est ce qui est arrivé dernier dans l'histoire du comité logement. C'est vraiment des personnes qui ont des problèmes de logement, des problèmes avec leurs propriétaires, qui nous appellent pour connaître qu'est-ce que le Code civil dit, puis quelles sont les démarches. C'est important de dire qu'on n'est pas des avocats ou des avocates au bureau, là. Ouais. On donne pas de conseil juridique, c'est de l'information juridique. Donc, on informe vraiment sur qu'est-ce que la loi dit, puis quelles sont les démarches, puis on offre un certain accompagnement. La défense des droits collectifs, ça, c'est là que le comité logement va prendre position dans le débat public. Par exemple, c'est là qu'on va, par exemple, vous allez nous voir dans une manifestation, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui aussi, venir parler, prendre parole
pour les locataires, si on veut. Et la défense des droits, c'est pas juste ça, c'est aussi de permettre aux locataires, aux personnes qui vivent les problèmes auxquels nous on s'adresse, de participer aussi à ce débat public. Donc, les personnes vont participer à des manifestations, vont participer à notre vie associative, vont composer notre conseil d'administration, qui est composé uniquement de locataires. Puis c'est eux autres qui vont donner la couleur politique, la saveur politique à l'organisation. Donc, quand moi je vous parle ici aujourd'hui, oui, c'est moi, Marco, qui vient porter la parole, mais c'est aussi toutes les discussions qu'on a avec les locataires du territoire là, qui s'expriment à travers le comité logement. Ouais, donc, les préoccupations de la communauté, en fait. Exactement, dans un certain sens. Et là, bon, c'est ça, on parle énormément ces jours-ci, les gens commencent à recevoir leur hausse de loyer, la vie de renouvellement. Moi, j'attends le mien encore. Je ne sais pas ce qui va se passer là. Et ça tire un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Puis, tu sais, c'est comment qu'on sait si... Ben, en fait, là, le tribunal administratif du logement a produit ces indicateurs. Là. Ouais. Il faut clarifier que les indicateurs, c'est une suggestion que le tribunal fait. Le tribunal vous dit aux locataires avec ces indicateurs-là, il leur dit, ben voici, il donne souvent un exemple, là, dire vous payez tant, vous avez une augmentation de tant de taxes, puis là il vous explique dans le détail, dans l'exemple, par exemple les taxes municipales, les taxes scolaires, ça représente tant, l'investissement que le propriétaire a mis dans le logement, ça représente tant. Malheureusement, cette année, une des choses que les gens vont constater, c'est que les hausses qui seront admissibles sont grandes. Ouais. À cause des hausses de taxes. Tout le monde, on a entendu parler de hausses de taxes municipales, les hausses du coût de la vie, tout ça vient jouer, a un impact sur la manière c'est calculé. Donc, moi, ce que je dirais aux gens, là, je pense que c'est d'autant plus important de surveiller, de demander des pièces justificatives aux propriétaires. Là. Les locataires ont le droit de demander aux propriétaires de justifier l'augmentation. Ouais. Et ultimement, s'ils sont pas satisfaits avec la justification, ils ont le droit aussi de refuser l'augmentation. Puis ça, c'est toujours un droit que tous les locataires ont. Il y a certaines situations où tu peux pas vraiment refuser quand ton immeuble a moins de 5 ans d'existence. Ouais. Mais pour les autres locataires, c'est un droit là, qui est reconnu. Donc, je dirais aux gens, là, surveillez comme il faut, puis refusez, ou appelez le comité logement si vous vous posez des questions là-dessus. Et ça, parce que ça, on dirait que c'est une question, moi je suis locataire depuis longtemps, mais j'ai toujours eu une augmentation qui était dans la norme. Fait que je me suis jamais posé la question de on peut refuser, puis ça parce que dans ma tête, tu dis, si je refuse, parce que je quitte, mais c'est pas ça. Là, non, c'est ça. Quand un locataire reçoit son avis d'augmentation, qui est aussi un avis de modification de bail, là, donc le locataire, lorsqu'il le reçoit, il y a 3 choix. Il accepte l'augmentation et il demeure dans le logement. Il refuse et il quitte le logement. C'est là que le locataire décide de mettre fin à son bail. Ou la troisième, c'est je refuse et je demeure dans le logement. C'est toujours un droit, là. Je pense que les locataires doivent faire attention parce que certains propriétaires dans l'avis de modification ou d'augmentation ne mettent pas ce troisième choix-là, mais c'est un choix qui existe. Donc, on crée nous-mêmes ce choix-là puis on lui répond pareil. On a 30 jours à partir du moment qu'on a reçu l'avis pour répondre. Et si le propriétaire n'est pas d'accord avec notre réponse, le propriétaire a 30 jours pour s'entendre avec nous, ouvrir un dossier au tribunal administratif. Puis pour assurer les locataires, quand le propriétaire ouvre un dossier au tribunal administratif pour fixer le loyer, là, on ne sait pas poursuivre. Donc, on doit pas avoir peur de ça. Ouais, c'est une mécanique administrative. Là. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce genre de... C'est quand on parle de la cour, c'est pas comme la cour des petites créances. Là, c'est pas dans l'optique tu n'as pas payé ton loyer. Ou, c'est pas exactement. Dans ce même cours-là. Tu n'es pas poursuivi, tu n'auras pas un mauvais nom au crédit, tu n'as pas... c'est ça. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe avec... c'est ça, là, fait qu'on ouvre un billet, éventuellement, on passe au tribunal. J'imagine que cette année, les délais restent un peu plus longs. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir bien des demandes cette année. J'ai l'impression. Mais une fois que ça se passe, c'est quoi? C'est plus comme une médiation? Mais en fait, le tribunal a des critères là, sur lesquels il va se baser. Donc, par exemple, est-ce que le propriétaire a fait des travaux dans l'année précédente? Puis là, on parle, mettons, pour 2023, mais est-ce qu'ils l'ont fait entre le 1er janvier 2022 puis le 31 décembre 2022? Donc, les travaux, l'argent doit être dépensé dans cette période de temps-là pour que le tribunal le prenne en considération. Ouais. Donc, il faut que le locataire, une fois qu'il est là, il va falloir qu'il s'assure qu'il vérifie, contre-vérifie les pièces justificatives. Par exemple, si le propriétaire a refait la salle de bain du voisin d'en bas, mais ça rentre pas dans les calculs pour justifier une augmentation du locataire. Oui, c'est ça, OK. Donc, fait que tout ça, fait que là, dans le fond, il regarde les balises et il voit si... Mais est-ce que ça peut arriver qu'il dit, finalement, le chiffre du propriétaire était correct
ou ça peut arriver. Là, mais oui, ça peut arriver. Là. En fait, ça peut effectivement, ça peut arriver. Parce que là, qu'on va en fixation, c'est les barèmes qui priment. Ça veut dire que le propriétaire, mais ça pourrait théoriquement arriver que le propriétaire ait demandé moins puis que au début dans la négociation, mais après ça, quand on va en fixation de loyer, mais là, après ça, le juge dit, finalement, tu as le droit à tel montant. Puis une affaire que je pense que c'est important de dire aussi aux locataires du territoire, c'est que si le propriétaire fait la justification, parce que le propriétaire a accès à un formulaire sur le site du tribunal administratif pour faire la démonstration qu'il y a. Puis si les chiffres là-dedans vous semblent adéquats, il faut faire attention de pas contester de manière, je dirais, abusive, là. C'est pas vraiment... C'est difficile pour moi de dire ça, mais de pas contester, parce qu'on pourrait se retrouver à payer les frais d'ouverture de dossier aussi. Donc, si la négociation nous semble de bonne foi, des fois, il faut faire attention là, de pas refuser pour simplement refuser, là, parce qu'on se retrouve avec d'autres frais, malheureusement. C'est ça. Ce serait plus, ça dépend du lien que tu as avec ton propriétaire, mais de dire, je refuse, mais c'est plus pour discuter, pas nécessairement aller en Exactement. Au moins de rentrer avec cette mentalité-là de on veut discuter, puis de voir après le... Mais souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir l'avis avec le nouveau loyer. Puis c'est là que on dit au propriétaire, moi, je refuse, puis je reste. Puis c'est là que la négociation. On a 30 jours pour s'entendre. C'est ça. Puis si le propriétaire, dans les 30 jours, il a pas ouvert son dossier, c'est qu'il a accepté le refus en quelque sorte. Mais à cette période-là, lui, pour ouvrir le dossier au tribunal administratif. Puis je vous dirais aux locataires aussi, une affaire qu'on vous malheureusement souvent, là, si jamais on s'entend avec le propriétaire, puis que le propriétaire avait déjà ouvert un dossier au tribunal, présentez-vous toujours au tribunal. Ne prenez pas par acquis que le propriétaire dit, c'est bon, ne te présente pas. Souvent, on entend ces genres de choses-là. Là. Moi, je dis aux gens, surveillez constamment. Appelez le tribunal ou présentez-vous là. Parce que s'il y a une entente, il faut qu'elle soit écrite quelque part. Là, puis jamais croire sur parole. Là, on s'entend que c'est un contrat. Là, puis, c'est ça, exactement. Il faut voir à ses affaires. Et justement, hier, j'ai vu sur la plateforme web Reddit, il y a une partie Québec. Puis là, depuis quelques semaines, le monde lance beaucoup les hausses, ma hausse. Mais ce que j'avais trouvé intéressant hier, c'est que j'avais vu quelqu'un qui est propriétaire d'un duplex à Montréal. Puis que là, il se sent mal parce que justement, lui, il a mis pour 50 000 de réparation. Puis il est allé au TAL avec justement ce que tu disais. Là. Il a rentré ses chiffres et ça donnait une hausse vraiment intense. Ça aurait mieux. Et puis là, il se sentait mal. Mais tu sais, c'est ça qu'il a droit. Puis là, il a voulu dire, je peux l'étaler sur, mettons, 2 ans. Et là, le tribunal, il a dit, mais si tu fais ça, mettons, puis qu'il accepte là, puis l'année prochaine, il refuse. Tes rénovations ne peuvent plus passer. Exactement. Fait que là, il a comme peur, mais en même temps, il dit, là, on s'entend de gré à gré, mais il faut que je fasse confiance aussi. Il y a un autre revers, là, que des fois, de ce côté-là. Oui, c'est ça. Puis ça, moi, je vous dirais, oui, ces genres de choses-là existent, là, parce qu'au Québec, on a fait un choix de société que le logement est une marchandise. Oui, c'est ça. Puis si on voit le logement comme un droit, là, à ce moment-là, c'est là que ces genres de choses-là, nous, on se dit, je comprends la position du propriétaire, mais en même temps, on s'entend que le plus-value, la valeur du logement, il ne sera jamais au locataire, cette valeur-là. Donc, même si le locataire le paye en 2 ans, il paye pour quelque chose, c'est le propriétaire ultimement qui va garder. Là, fait que c'est le locataire qui paye pour l'investissement qu'a fait le locataire ultimement. Puis c'est là qu'on voit les limites du marché privé. Là. C'est que t'as quelqu'un qui fait un investissement, puis son but, c'est de maximiser son investissement. Puis t'as quelqu'un d'autre à côté dont le but, c'est de se loger puis de payer un loyer décent qui lui permette... Fait que c'est 2 valeurs qui viennent toujours se battre ensemble. Puis dans le marché actuel, c'est là qu'on voit que les locataires n'ont vraiment pas le gros bout du bâton. Là, puis dans ce genre de situation-là, c'est un exemple. Oui, c'est ça, c'est un exemple. Mais moi, je dirais, la seule façon d'échapper à ça pour un locataire, c'est d'être dans du logement social. Là, qu'on parle des OBNL, des coopératives d'habitation, les HLM aussi. C'est là qu'on échappe à ce besoin de tirer un profit là, de la part d'un propriétaire. Puis je voudrais rajouter aussi par rapport à ça, souvent quand on parle de logement social au Québec, les gens voient ça d'un mauvais œil. Là. On dit, mais ça, c'est pas pour moi, on voit comme si on voit ça de haut, on a des préjugés très gros contre le logement social, mais moi je tiendrais à dire aux gens que c'est souvent de la propriété collective, le logement social et communautaire. On se met ensemble, c'est sûr qu'on peut pas revendre son unité là, quand on fait dans une coop, par exemple. Moi, si je deviens coop, je deviens propriétaire collectivement. Je peux pas j'achète pas mon unité, je la revends pas, mais je décide de certaines choses qui se passent dans la coop. Puis ça peut être une façon d'accéder à la propriété qui est très légitime pour des personnes de faire ce choix-là, de payer beaucoup moins en loyer,
de payer beaucoup moins en réparation pour pouvoir consacrer sa vie à autre chose. Là, donc, moi, un des souhaits que j'aurais éventuellement, c'est qu'on redore l'image du logement social pour qu'on se rende compte que c'est pas juste une aide de dernier recours, c'est un choix de société qui est valable pour tout le monde. Mais parlons-en, parce que souvent, quand on dit logement social, dans nos têtes, on pense tout de suite HLM, donc des gens à faible revenu, donc, puis là, tu dis, ben moi, j'ai un meilleur salaire, donc je ne rentre pas dans cette case-là. Mais justement, il y a l'idée des coops, entre autres. Je connais 2-3 personnes à Montréal qui sont dans les coops, puis tu te dis, mon Dieu, on devrait mousser ça beaucoup. Il y a un ami avec qui que je vois souvent. Justement, je veux pas dire le chiffre parce que je suis plus sûr, mais il est dans je pense que c'est un 6 ou un 7,5 parce qu'il y a 2 enfants. Ouais. Ils ont de la place en masse et ils payent comme 800 $ là, pour un 7,5. Et c'est augmenté vu que c'est la coop. C'est une augmentation comme... Qui est décidée en assemblée générale. Oui, c'est ça. Donc, mais tu sais, qui est une courbe très, très douce. Et bon, puis pour Montréal, tu sais, d'un 7,5 à 800 $, ça n'existe pas, là, tu sais. Dans quelque chose aussi qui est sain, en fait, qui n'est pas un logement pourri. Ça, c'est une autre problématique. Donc, c'est ça, tu sais, je me dis, donc, fait que le logement social, quand on parle de ça, c'est ça, faut voir un peu toutes les avenues, tu sais. Oui, c'est ça. Moi, je parle de logement social, du monde qui vont parler de logement communautaire, là. Mais pour moi, ça fait toute partie. Dans le même chapeau. Tant que ça échappe au besoin de faire du profit dessus, tant que ça échappe au profit, pour moi, ça fait partie du logement social. Puis les coops, c'est un bon exemple, là, où est-ce qu'on peut avoir des logements, des grands logements décents, puis les augmentations qui sont, si c'est bien géré, mais les augmentations sont en fonction des besoins de la coop. Là. Ouais, c'est puis, ça. Mais on verra pas ce qu'on voit aujourd'hui, un loyer passer de 1 000 $ à 1 500 $ parce que je veux profiter de la ruée vers l'or. La coop, elle fera pas ça parce que en plus, collectivement, les locataires veillent au grain. Là. Ils ont leur mot à dire. Puis, tu sais, c'est ça qui est bizarre, parce que moi, je suis tout à fait de l'avis là, de dire que l'habitation est un droit, que ça devrait échapper justement à ce truc-là, que l'habitation devient... que ce soit un investissement à long terme, je comprends l'idée, mais c'est l'espèce de spéculation il y a moins d'unités, les prix gonflent artificiellement, comme on a vu dans la pandémie, quand tout le monde s'est maquitté de Montréal à cause du télétravail, ils disaient, bon là, je peux aller loin, là, plus de maison, les prix gonflent d'un coup, mais tu te dis, mais il s'est rien passé autre que cette idée de offre et demande-là, mais la maison ne vaut pas ça, tu sais, ou whatever, le condo, peu importe. Puis de voir, tu sais, des fois, je m'amuse à regarder des sites pour acheter des maisons, puis tu sais, je comprends que, bon, l'évaluation municipale, c'est quelque chose, mais tu sais, de voir cet écart-là qui est, tu sais, avant, il me semble, l'écart entre l'évaluation et le prix de la maison. La maison valait un peu plus, mais là, j'ai vu une évaluation municipale, mettons, à 550 000, puis la maison se vendait à 1 million. Ouais. Là, tu dis, OK, mais... C'est de la spéculation, tout simplement. C'est quasiment le double. Fait qu'après ça, tu sais, là, les municipalités, on va augmenter les évaluations. Là, le monde charge, mais tu vas payer ta maison 1 million. Il y a quelque chose à manier de fou là-dedans, puis de dire... Tu sais, c'est ça que là, je me dis, tu sais, j'imagine que vous avez de plus en plus d'appels, c'est de... Mettons, quelqu'un comme moi qui a un salaire dans la moyenne... commence à voir les chiffres monter, puis à l'achat, puis tout ça. C'est ça. Les gens ont moins accès à la propriété. Une propriété privée, là, traditionnelle dont on parle, là, ils ont moins accès. Donc, ils restent dans les logements, ils cherchent du logement. Ça fait une pression sur le parc de logements locatifs. Donc, on ne quitte pas. Les personnes âgées aussi qui veulent plus s'occuper de la maison, ben ça coûte cher pareil. Donc, ça fait tout ça sont des choses qui viennent rajouter à la pression qu'il y a présentement sur le logement locatif, là, si on veut. Puis, ça vient impacter aussi, encore une fois, les locataires au bout du compte. Là. Puis, comme vous le dites, c'est plus juste les locataires à très faible revenu là, qui voient ça. Là. Moi, j'ai des discussions avec des gens qui au début de la crise du logement, des gens avec des bons salaires, puis qui le constataient. Là, puis nous, on rencontre souvent les élus puis leurs bureaux, puis on rencontrait des élus puis leurs équipes de travail, puis ils le voyaient, eux autres aussi. Ouais. Là, je comprends pas, puis je vous parle de ça il y a 2-3 ans, là, on n'est pas dans les chiffres qu'on a maintenant. Là. Puis déjà là, à l'époque, les gens commençaient à voir, moi, un logement que je veux dans un secteur que je veux, c'est plus aussi accessible que je veux. Puis là, tout à coup, ça l'est de moins en moins constamment. Puis il n'y a pas d'indication que c'est en train de ralentir, ça, malheureusement. Là. Non, c'est de pire en pire, c'est l'impression que ça donne. Oui. Mais
y a-t-il des solutions? Je sais pas, là, c'est plus en mode discussion, là, mais parce que tu te dis comment qu'on peut renverser cette situation-là autre que de construire des logements, d'en avoir plus, mais en même temps, là, la construction coûte vraiment plus cher, les matériaux, fait il y a quelque chose qui traîne le prix vers... Ben, et je pense que les solutions, mettons à moyen long terme, c'est vraiment construire du logement social. Là, ça prend un chantier énorme de logement social. Là. Souvent, on entend les gouvernements dire on n'a pas les moyens, mais je pense qu'il y a les moyens. Là, tu sais, des fois, on va entendre de certains commentateurs politiques le Québec n'a pas des moyens, mais le Québec, ça reste une société riche. Là. Tu sais, on ne fera pas croire que le contraire, là, quand on voit l'opulence qu'il y a, les gens ils s'achètent quand même des grosses voitures, puis il y a des grosses baraques, on vient de le dire, il y a du monde qui continue à acheter, fait qu'il y a de l'argent. Là. Puis quand on voit aussi que le gouvernement de la CAQ a donné 2 fois des chèques de 500, 400, 600 $, là, qui ont coûté des milliards de dollars, on aurait pu faire d'énormes chantiers de logement. C'est ça, quelque chose de structurant, quelque chose qui aurait un effet à long terme. Donc, je pense que les moyens, les capacités là, ça prend une volonté politique là, de le faire. Pour l'instant, elle n'est pas là. De pas tous les paliers de gouvernement, malheureusement, elle n'est pas là, cette volonté politique. Non, c'est sûr. Peut-être à plus court terme, nous, comme membres du regroupement des comités logement associations de locataires du Québec, on a aussi des revendications comme un gel des loyers, par exemple, pour permettre aux locataires de respirer. C'est des genres de choses. Aussi, de mettre un frein à cette spéculation immobilière. Il y avait une belle initiative à Laval où le maire Boyer, moi je pense que c'est Boyer qui veut taxer la spéculation immobilière. Donc ça, c'est des initiatives intéressantes aussi qui peuvent être mises en place aussi. Là, un registre des baux pour que les personnes puissent justement dire, ben moi, mon loyer coûtait tant. Je peux contester même si je suis nouveau locataire. Ça, c'est souvent une mécanique que les gens ne savent pas. C'est que quand j'arrive dans un logement puis que je constate qu'entre moi et l'ancien locataire, il y avait une hausse abusive, je peux contester. Il y a une mécanique qui permet de contester. Je peux pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même une mécanique qui permet de contester. Donc, un registre des baux, ça pourrait être quelque chose qui permettrait ce genre de choses-là. Mettre fin à certaines pratiques, là, comme par exemple les fameux Airbnb, là, qui viennent mettre une pression supplémentaire sur le marché locatif. Il y a des logements qui se perdent. La conversion aussi, on parle beaucoup de changement de vocation, par exemple, des RPO, des maisons de chambre. Nous, on voit beaucoup ça. Quelqu'un qui est dans une maison de chambre, tout à coup, le propriétaire, il dit, ben là, tout à coup, je peux louer très cher mes logements, donc je vais sortir tous les chambreurs, puis je vais changer, c'est un changement de vocation, mais il est possible de mettre un frein à ça rapidement là, pour différentes municipalités, Québec, d'agir là-dessus. Donc, il y a des mécaniques qui sont possibles maintenant, mais malheureusement, il y a très peu d'écoute au niveau des paliers, je pense, provincial et fédéral, là, mais fédéral moins, parce que c'est plus dans le cours de Québec. Là. On a l'impression qu'il y a peu d'écoute. Il y a de l'espoir parce que là, je pense qu'ils voient, là, avec toute la pression, là, c'est plus juste des groupes comme le comité logement, puis le FRAPRU, puis le RECLAC qui disent qu'il y a un problème. C'est pas mal tout le monde qui dit qu'il y a un problème, puis espérons que cette pression fasse agir. Là. Puis ils écoutent aussi les groupes sur le terrain qui parlent avec le locataire, ceux qui travaillent depuis des décennies dans le domaine, qui ont les solutions à apporter. Espérons qu'ils nous écoutent aussi. Oui, mais on va espérer aussi que c'est ça, les décideurs le voient, là, quand on avait le premier ministre Legault là, qui disait qu'on pouvait avoir des apparts à 500. C'est ça. C'est ça. Ouais, là, très longtemps. Là, exactement. Tu sais, la seule clé aussi, une des armes, il y a les sessions de bail aussi. Tu sais, parce que moi, c'est ça, tu sais, je viens de Sainte-Martine, mais j'habite à Montréal depuis longtemps, puis tu sais, je l'ai fait une couple de fois, puis on le sent là, qu'il y a une volonté des gens de. Parce que, premièrement, il y a moins de stress pour toi, parce que il n'y a tellement pas de logement que je regarde à le céder. C'est plus facile maintenant. Quand je l'ai fait une fois, justement, je me rappelle, je voulais quitter dans l'hiver, en fait. J'avais une nouvelle copine, je voulais aller habiter chez elle. J'avais contacté mon proprio pour être gentil avec lui parce que le loyer était très bas, puis il avait rénové quand je suis rentré. Il ne m'avait pas augmenté, puis il a fait j'ai fait une erreur, mais tu sais, il était bien gentil. Fait j'avais un peu pour être gentil avec lui, il dit regarde, je vais quitter, lui laissant libre de monter un peu. Puis il me dit mais c'est compliqué l'hiver, puis d'habitude, le monde qui déménage l'hiver, c'est pas des bonnes personnes, tu sais, c'est des mauvais payeurs. Je suis comme moi, je déménage pour une bonne raison, fait qu'on va trouver quelqu'un. Fait que j'ai fait regarde, laisse faire. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Pour céder, Puis juste personnel, là, puis. En 10 minutes, j'ai 2 personnes qui m'écrivent je connais quelqu'un. J'ai fait visiter le soir même, puis c'était cédé, tu sais.
Mais il y a cet outil-là aussi qui peut aider à... C'est un outil intéressant, mais c'est un peu comme la contestation au tribunal. C'est peu connu. Ouais. Puis c'est difficile parce que ça laisse le fardeau aux individus d'agir sur des problèmes de société. Oui, c'est pour ça que, pour moi, oui, il faut faire la promotion des droits, là. Tout le monde on le fait, là. Puis justement, à la session de bail, nous, on en parle souvent aux personnes. Mais je pense que ça prend plus des politiques, des programmes structurants. Là. Ça, c'est clair. La solution ne sera pas, il faut que tout le monde concède nos bails. C'est ça. c'est sûr que ça ne fonctionnera pas là, sur le long terme, mais je voulais juste mentionner que... Mais c'est important que les gens connaissent leurs droits, effectivement, là, puis qu'est-ce qui est disponible. Puis aussi le fait que, c'est ça, il n'y a tellement pas de logements que c'est assez facile de trouver quelqu'un pour passer. Puis je sais, c'est ça, puis même à Montréal, je veux dire, ça fait une couple d'années, tu sais, qu'on reçoit des avis de la ville de comme, tu sais, même si vous pensez comme vous voulez déménager, accepter votre bail pour pas être pris avec rien. Fait déjà, la ville nous pousse un peu à on va l'accepter, puis on essaie de céder ou le briser. Là, mais c'est ça. Pour pas se retrouver justement, je vais me trouver quelque chose, puis il n'y a pas tant d'autres choses. Mais effectivement, puis c'est un message que beaucoup de groupes en logement passent maintenant, c'est dire aux gens, avant de refuser l'augmentation puis de déménager, là, avant de penser déménager, pensez-y comme il faut, là, parce qu'il y en a peu de logements disponibles, puis ça peut vouloir dire une hausse de loyer salée pour vous. Là. Ouais, donc, il y a beaucoup ce message-là qu'on passe depuis plusieurs années, en fait, sur la Rive-Sud. Mais ça, on voit aussi que c'est un symptôme de cette problématique-là, de dire que j'aimerais ça m'en aller, mais je suis mieux de garder mon bail, puis de regarder sur le côté, là, ça veut dire que... J'ai une anecdote par rapport à ça, moi, quelque chose que j'ai trouvé assez crève-cœur. J'ai accompagné une dame d'un certain âge là, qui accompagnait sa sœur, en fait, puis que quand ils sont arrivés pour signer le bail, ils ont rencontré un propriétaire ultra agressif, de la manière qu'il leur parlait, puis je me rappelle qu'à l'époque, on commençait la crise du logement à l'époque, puis moi, de manière très naïve, je dis à la dame, mais madame, est-ce que vous êtes certaine de vouloir embarquer dans une relation avec un propriétaire comme ça, tu sais? Puis là, la dame, ce qu'elle m'a répondu, on a regardé, on n'a rien trouvé qu'on est capable de se payer. Donc, les gens acceptent, malheureusement, là, c'est pas juste que ça me coûte plus cher, c'est que des gens vont accepter des conditions incroyables. Là. Pensons juste à l'itinérance cachée. Tu sais, combien de femmes voudraient peut-être partir d'une relation qui est dangereuse pour elles, mais qu'elles peuvent pas parce que les loyers sont beaucoup trop chers. Là. Ça a des conséquences à plein de niveaux. Là, puis ça, c'est les choses qu'on voit un peu moins parce qu'on se dit c'est moins les enjeux de logement, mais non, c'est carrément les enjeux de logement, ça, présentement. Oui, c'est ça. Il y a pas eu une manif récemment, justement, qui disait que justement, le problème du logement, c'est un problème de santé, en fait, de santé publique. Parce que ça affecte plein de choses. Là, on peut dire justement qu'on va tomber dans des logements peut-être insalubres ou en tout cas malpropres parce que c'est ce qu'on peut se payer. Puis, fait que ça a beaucoup d'impact. Puis aussi le fait que si on met énormément de notre portion de salaire dans le logement, on a moins d'argent pour effectivement à côté. Là. Puis ça, c'est un de mes collègues, Stéphane, qui avait fait ce commentaire-là aussi. Je pense que c'était dans le Reflet là, que c'est sorti. Qui avait fait ce commentaire-là. On était à la Prairie, devant les bureaux du ministre de la Santé, justement, pour rappeler que le logement, c'est un déterminant de la santé, effectivement, là, puis il faut agir parce que c'est vrai, les problèmes de santé mentale que ça peut occasionner quand tu dépenses tout ton argent pour te loger, par exemple. Si tu penses que tu vas devoir quitter ton logement, d'un coup, ça va te coûter super cher pour te loger, mais ça cause du stress énorme aussi. Puis ça a un impact sur les ménages, certainement. Exact. On n'a pas encore parlé d'éviction. Ah oui. C'est une autre grosse partie. C'est ça, je sais pas, comme le propriétaire que tu vas en faire, là, parce que j'imagine que c'est une autre tactique aussi que les propriétaires vont essayer parce que justement de se dire, là, c'est le moment que je peux augmenter mon loyer. Puis, tu sais, une autre affaire, puis je fais une autre petite parenthèse là-dedans, mais des fois, c'est ça que tu te dis, bon, tu sais, je comprends quand quelqu'un achète un bloc, il a coûté vraiment cher, les loyers, il veut les augmenter. Je comprends cette gamique-là, même si je me dis, bon, ça devrait pas être dans la gamique du privé, mais je comprends ça. Mais moi, c'est vrai, quand je vois des appartements que tu dis, c'est le même propriétaire depuis 10, 15, 20 ans, puis il pousse à partir ou il pousse à lever les loyers d'une manière intense juste pour suivre la vague. Mais tu dis, mais ton bloc doit être déjà bien avancé de payer. En tout cas, mais ça, c'est un autre... Mais ça fait partie de l'enjeu des évictions, là, qu'on parle. Puis peut-être juste pour mettre la table par rapport aux évictions, nous, notre regroupement, le regroupement des comités de logement associations de locataires,
a produit un rapport cette année où ils sont allés voir tous les groupes comme nous là, qui recevront des demandes de locataires pour répertorier les demandes d'éviction. Là. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que pour le Québec entier, il y a une augmentation de 125% des demandes d'éviction dans les derniers mois. Et si on sort des grands centres de Montréal et Québec, là, de la région de la ville de Québec, bien, l'augmentation est de 504%. Puis au comité logement Rive-Sud, c'est ce qu'on voit aussi. Là. Un appel, des fois, je regarde les statistiques, là, on regarde certaines statistiques, puis on n'a pas tout compilé, mais je regarde, puis des fois, un appel sur 2, c'est une demande de reprise d'éviction. Puis, oui, tu as le propriétaire qui veut changer la vocation. On a eu, par exemple, des maisons de chambre, nous, ou des personnes très vulnérables, là, tu sais, une propriétaire décide tout à coup, mais là, moi, je vois l'opportunité de faire de l'argent, donc, vous allez tous devoir partir, je vous envoie les avis pour partir. L'autre chose qu'on va voir, puis ça, c'est comme le classique, c'est un nouveau propriétaire qui achète, là, il a augmenté. Fait que là, dans la logique du marché, il faut absolument qu'il évince les gens pour rendre ça disponible. Puis ça, on en voit de plus en plus, malheureusement. Puis c'est une mécanique qui existe pour les propriétaires. C'est un droit des propriétaires, mais malheureusement, c'est un droit qui vient fragiliser beaucoup les ménages locataires. Puis je vous dirais que beaucoup de propriétaires s'en servent de manière très malhonnête aussi. Nous, c'est pas rare qu'on voit quelqu'un recevoir un avis et dire, les avis sont pas envoyés dans les délais, premièrement, et les avis ne proposent pas les dédommagements qui devraient être automatiques dans des cas de reprise ou d'éviction. Et souvent, ils misent sur le fait que les gens, ils connaissent pas leurs droits, ils misent souvent sur le fait que le tribunal administratif, il est difficile d'accès. Là. On le voit là, que pour avoir un rendez-vous, ça peut prendre énormément de temps. Puis dans les cas d'éviction, tu as 30 jours pour répondre, sinon tu es réputé avoir accepté. Ouais. Donc, ça rajoute un autre problème pour les locataires. Et nous, quand on reçoit ces appels-là, malheureusement, c'est très difficile comment je dis, vu que c'est une mécanique légale, c'est pas toujours facile de défendre le locataire qui fait ça. Parce que même si on se rend compte que on se pose des questions sur la légitimité, si on veut, de la demande, si le propriétaire en fait la démonstration au tribunal administratif, mais malheureusement, c'est ça qui va arriver. Là. Yeah. C'est ça qui va arriver, la personne va être mise à la porte. Là. Donc, ça crée de l'itinérance aussi. Là. Puis comme je disais, c'est souvent, nous, on a vu dans les résidences privées pour aînés où ils changent de vocation parce qu'il y a une baisse de revenus. Donc, c'est un milieu où il y a beaucoup de privés. Donc, les gens très fragiles, je le mentionnais, les maisons de chambre, des gens, encore une fois, très fragiles qui se font évincer. Donc, on reçoit énormément de ça actuellement. Et moi, la crainte que je vois là-dedans, c'est que souvent, on parle qu'autour du 1er juillet, c'est là les gens déménagent puis qu'il y avait comme beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces problèmes-là. Pour beaucoup de locataires, les reprises se font justement à la fin du bail. Donc, au 1er juillet. Puis avec la quantité de demandes qu'on reçoit là-dessus, quand on voit ce que notre regroupement national nous dit, mais on peut s'attendre, c'est raisonnable de s'attendre qu'au mois de juillet, on ait beaucoup de personnes qui se retrouvent dehors à cause de ces reprises-là puis des évictions. Oui, c'est ça. C'est tristement, on voit venir le record. Ça a l'air on dirait que ça a été élevé en modèle d'affaires présentement, les reprises puis les évictions. Ouais, de manière malhonnête. Là, ça a été élevé en modèle d'affaires. Peut-être un autre exemple de la façon qu'on s'y prend. Nous, on a vu un locataire recevoir une reprise pour loger un membre de la famille. La semaine d'après, quand le propriétaire s'est rendu compte que c'était pas conforme, la façon qu'on voyait, une reprise pour changement de vocation. Donc, c'est facile. On le voit régulièrement. Là. Le but, c'est dans un autre contexte, il n'y aurait pas eu cette demande-là. C'est juste parce que là, il y a une possibilité de faire beaucoup d'argent. Exact. Sur le dos, malheureusement, des personnes qui sont déjà très vulnérables. Oui, c'est ça. Et puis, dans ma tête, là, on dirait que l'idée justement de logement, je parle peut-être plus des duplex, triplex, quadruplex, là, peut-être pas les gros buildings, mais de dire, il me semble que ça a été créé pour justement que les gens puissent s'acheter une propriété puis il y ait quelqu'un qui aide à payer. Ouais. Mais là, on dirait que c'est vu pour j'ai des portes puis je fais de l'argent. Mais dans ma tête, t'es pas supposé de vivre de ça. C'est plus j'ai une hypothèque, je m'achète quelque chose et ce loyer-là vient aider à payer mon hypothèque, mon avoir, tu sais. C'est ça, mais les petits propriétaires, c'est ça a moins d'impact. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que c'est dans des propriétés plus grandes qu'on le voit régulièrement. C'est là que ça vient toucher à beaucoup de ménages locataires. C'est ça. Donc, c'est ça va être à surveiller. Puis tout le côté rénoviction, là, ça tombe un peu dans la même affaire. Ça fait partie de la dynamique. C'est ça. L'année passée, on parlait beaucoup des rénovictions. C'était comme la tactique privilégiée, mais là, ce qu'on voit, il y a d'autres sortes de tactiques qu'on voit là de là-bas. Ouais.
les propriétaires se sont adaptés. Là, les rénovations font la une. Quand on en parle souvent, ben il y a tout un battage médiatique. C'est pas rare qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se fait autour de ça parce que les communautés réagissent. Puis là, maintenant, ben, comme je vous l'ai dit, on change de tactique. Là, puis c'est à peine caché. Là. C'est ça qui est malheureux, c'est que c'est à peine caché parce que le marché présentement le permet. On est vraiment dans un marché de propriétaires. Puis des pratiques malhonnêtes, de la discrimination carrément à la location, c'est pas rare qu'on le voit. Les gens les propriétaires se sentent justifiés de faire ça. Là. Je dis pas tous les propriétaires, bien sûr, quand je dis ça. Je parle, malheureusement, nous, quand les locataires qui nous appellent, c'est parce que c'est les propriétaires. Souvent, c'est pas les meilleurs, là. C'est pas les plus gentils, là. Puis, je vous dirais que par rapport aux gens qui nous appellent, nous, depuis la crise du logement, là, on a vu le nombre d'appels augmenter de 134 %. Là. C'est incroyable, le nombre. Puis, la complexité des appels aussi. C'est plus juste un appel facile qu'on règle. Souvent, la personne a besoin d'un peu plus d'accompagnement. Donc, ça nous prend énormément de temps là, pour pouvoir répondre à tout ça. Puis, ça parle aussi de la crise actuellement. Heureusement, les gens du milieu des communautés sont conscients de ça, puis ils se mobilisent pour ça. Par exemple, je donne un exemple à Longueuil, la ville de Longueuil, depuis 2019, elle coordonne un comité qu'on appelle un comité de la crise du logement, là, pour répondre justement aux problèmes, ce qui se passe autour du 1er juillet. Puis là, ben, on essaie, nous, de sensibiliser les différentes villes que c'est pas juste le 1er juillet, c'est en longueur d'année. Puis il y a quand même des choses qui commencent à se faire par rapport à ça, mais ça part d'initiatives souvent des milieux, là. Et si on parle de salubrité, en fait, qui est un autre truc, parce que là, on dirait que je réfléchissais à l'idée de les rénovictions, mais tu sais, des fois, tu te dis, ben, il y a aussi l'autre côté d'un laisser-aller, des appartements qui sont complètement défraîchis, mais est-ce qu'il y a un truc, parce que tu dis, il faut que le propriétaire offre un lieu... j'imagine minimalement sain. Donc, s'il fait des travaux... dans ma tête, on dirait que ça marche pas qu'on dit, ben c'est. Ça va venir avec une augmentation. Je fais comme tu l'as laissé aller pendant des années, ça s'est pourri, donc. Mais j'imagine que. Mais la rénovation, ce qui arrive, c'est que le propriétaire. Faire une rénovation, c'est correct, le propriétaire doit le faire, puis c'est correct. Ultimement, c'est correct de réinvestir dans son immeuble. Le problème, c'est que dans la rénovation, puis ça, c'est comme le concept de rénovation, c'est que le propriétaire s'arrange pour que le locataire ne revienne pas. Parce qu'en principe, le propriétaire devrait toujours permettre au locataire de revenir. Puis la mécanique pour augmenter le loyer, mais c'est toujours l'année suivante. Là, il y a toujours cette possibilité-là. Quand on parle de rénovation, c'est qu'il y a tout cet élément malhonnête de certains propriétaires qui s'assurent que la personne parte, ben elles ne reviennent pas parce que le locataire doit avoir le droit de revenir au même loyer, mais l'objectif de la rénovation, c'est que la personne parte et qu'elle ne revienne tout simplement pas pour qu'on passe au suivant. Puis, je sais pas si vous l'avez vu, mais sur Internet, on voyait des cabinets là, d'avocats qui se spécialisaient là-dedans là, pour vider les logements. Là. C'est incroyable. Là. Pour moi, ça dépasse l'entendement là, quand tu travailles avec les personnes puis que tu dis c'est un besoin. Quand tu vois les gens souffrir, des fois, quand tu te présentes sur place puis tu vois la personne, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, dans une maison de chambre, justement, un locataire d'un certain âge, on est arrivé parce que la propriétaire avait barré les portes là, de l'entrée, puis ils ont finalement réussi par rentrer dans leur logement. La panique que la personne avait dans les yeux, là. Puis là, quand tu penses à cette panique-là, mais que tu penses à l'autre personne qui est bien cosue, qui pense comment est-ce que je fais pour sortir tout le monde de chez moi, ou le cabinet d'avocats qui met des pratiques en place pour ça, c'est incroyable de voir la malhonnêteté ou la malveillance de certaines personnes. Puis ça impacte les gens, là. La personne qui s'est retrouvée dans la rue, la personne qui vit ce stress-là incroyable parce qu'il ne sait pas ce qu'il va se retrouver, là. C'est loin de leur calcul de profit rendu là, mais ça, c'est dommage. Puis ça, il faut leur imposer ce calcul-là, malheureusement. Puis ça passe par des réglementations, par des lois et tout ça. Et j'aimerais ça peut-être refaire une boucle, parce que je me dis, quand on dit que c'est un problème de santé, c'est que ces gens-là, tu sais, on dit que le gouvernement faudrait qu'ils investissent, qu'on ait plus de logements sociaux, avoir plus de trucs comme ça, mais justement, de laisser aller, ça va nous occasionner des coûts comme société. Tu sais, ces gens-là vont être pris en charge en quelque part, santé mentale. Ils vont où? Ils vont être dans des ressources. C'est ça, exactement. Si on veut parler de manière mathématique, ça a un coût énorme, de laisser aller tout ça, là, tu sais. Effectivement, moi aussi, je suis de ceux qui pensent que quand tu réinvestis dans le social, ben t'es en retour, là. Puis c'est sûr que
c'est pas le retour immédiat pour l'individu, là, c'est le retour pour la société, puis c'est plus long. Puis bon, là, on pourrait philosopher de pourquoi ça occasionne des problèmes, mais effectivement, là, c'est ça. Là. Parce que j'avais fait une entrevue avec John Gladu, c'est l'Antichambre, mais c'est à Vaudreuil. Okay. C'est un organisme qui héberge court, moyen terme du monde en situation d'itinérance. Puis lui, c'est ça, il vient du business, il vient de ça. Puis à un moment donné, il a dit, moi, je veux aider les gens dans la vie. Fait que t'es là, mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait un thinking un peu business, tu sais, mais de se dire, bon, tu sais, à la base, il faut aider les gens. Ouais. Fait qu'il y a ce côté-là humain, mais si on veut parler monétairement, tu sais, cette idée-là de sortir quelqu'un de la rue, tu sais, qui justement prend pas du temps, mettons que la police va le chercher dans un parc, l'amène à l'hôpital, qui prend des espaces partout qui coûtent de l'argent si on veut y aller froidement et non humainement. Je veux dire, ça a un coût d'aider ces gens-là, puis de ceux qui sont capables de sortir de ça, parce que c'est... Bon, évidemment, il y en a que c'est des problématiques plus grandes. C'est variable, mais il y en a que c'est juste une suite de bad luck, la drogue, mais ils peuvent s'en sortir et revenir dans la société, payer des taxes. Donc, tout ça a un impact positif. Donc, d'investir dans des ressources, des logements sociaux, ça a un impact extrêmement positif. Effectivement, c'est un discours que certains groupes dans le logement social utilisent pour en faire la promotion, si on veut. Là. Ouais. Sur le territoire, ici, il y a un groupe qui s'appelle Solide, qui est la Société locative de développement et d'investissement social, qui a un impact sur la communauté. Nous, le Solide avait commandé une étude à l'IRIS, qui est une chaire de recherche, là, pour voir c'est quoi l'impact qu'il y avait sur le territoire. Puis ce qu'on voyait, c'est que au bout de 10 ans, là, puis là, peut-être que je me trompe, mais au bout de 10 ans, les locataires avaient des retombées. Ils conservaient à peu près 20%. Il y avait une augmentation de 20% qui se faisait pas comparativement au loyer, au marché privé. Donc, c'est toutes des personnes qui réinvestissent leur argent. C'est pas des gens qui accumulent l'argent dans des comptes en banque, ou en tout cas, on parlera pas des paradis fiscaux, mais c'est des gens qui dépensent tout. Donc, il y a vraiment une retombée, tu sais, du logement social comme investissement là, de société. Mais c'est sûr que c'est pas tel propriétaire privé qui fait un gros coup d'argent, puis souvent, nous, comme groupe de défense des droits ou groupe qui font la promotion du logement social, mais on a moins les capacités d'approcher les élus là, pour leur vendre notre salade, si on veut. On fait pas de lobbying, là. On n'est pas dans ces groupes de lobbying-là. On a peut-être moins la cote, souvent. La pauvreté, c'est pas l'affaire la plus sexy là, dans la société. Là. Souvent, les gens, il y a énormément de préjugés. Là. Dernièrement, on parlait des assistés sociaux sur les préjugés autour des personnes assistées sociales. Là. Comment c'est incroyable et tenace quand c'est complètement déconnecté de la réalité, ces préjugés-là, mais c'est tellement tenace. Puis quand nous, on arrive avec des solutions comme ça, mais l'impression que ça me donne, mais c'est que l'élu qui veut plaire à tout le monde, ben, il y a moins d'intérêt à viser peut-être les couches les plus vulnérables. Là. C'est pas eux autres qui votent. Non, c'est donc, il y a toujours ce calcul-là aussi, mais cet argument-là, on l'utilise économique parce que il fait du sens, puis il est vrai aussi. Ouais. Mais il ne semble pas émouvoir tant que ça quand on regarde un peu ce qui se passe. Là, il émue très peu. Là. Non, c'est ça. Puis c'est ça qui est fâchant parce que tu te dis... Déjà, l'axe qui est juste humain devrait être assez. devrait être assez. Quand tu jumelles le côté économique, tu te dis, ben, il me semble que c'est un package. Aider ton prochain, aider les plus démunis, les plus défavorisés. Et, ben, tu sais, parce que c'est ça, on dirait que le monde a tendance à voir le chiffre. OK, mettons, le logement, ça coûterait X milliards, mettons, d'en construire tant. Ah, c'est un gros chiffre, oui, mais ça. Là, mais étalé sur le temps, tu sais, c'est là que des fois, tu sais, j'étais vendeur dans un magasin électronique, puis des fois, tu disais, telle télé, c'était plus cher que l'autre. Oui, mais elle va durer longtemps. Oui, mais elle est tant de plus cher là. Oui, je sais, mais sur 10 ans. C'est ça. Tu n'auras pas en acheter un autre, tu comprends? En tout cas, des fois, on voit trop le moment là. La politique sociale est vue comme une dépense et non comme un investissement, puis on devrait le voir comme un investissement, les politiques sociales, malheureusement. Exactement, tu sais, c'est ça. Puis bon, c'est sûr qu'on peut déblatérer sur le fait que aussi les élus sont là 4 ans, fait que de voir à long terme, des fois, c'est bien. C'est ça, c'est ça, exactement. De ce côté-là. Mais je voulais parler un peu, en fait, tu revenais un peu sur l'organisme, le côté mobilisation, en fait, le côté communautaire. Comment t'es arrivé? Qu'est-ce qui t'a attiré vers... Ben, moi, si on veut, dans l'histoire
pense que c'est dans l'ADN de ma famille, là. Sans trop rentrer dans les détails, nous, on est une famille qui a fui dans les années 80 la guerre civile au Guatemala parce que mon père était impliqué politiquement. Puis ici, mon père a fait du logement social aussi, là. Il s'est impliqué dans le logement social, puis moi, un peu... pas par la bande, là, tu sais, mais oui, parce que c'était pas à travers mon père, mais j'ai trouvé un travail dans le logement social, puis c'est là que, en fait, au début, je travaillais en itinérance comme intervenant, puis après ça, je suis tombé dans le logement social, puis pour moi, le milieu du logement social, sa grosse force, c'est qu'il demeure un groupe, ça demeure un milieu militant. Qui n'a pas peur de revendiquer, puis il n'a pas peur de dénoncer les injustices. C'est ce qu'on voit, je pense, de moins en moins, là, malheureusement. Les gens on a peur de critiquer, puis on a peur de la chicane, on dirait. Puis pour moi, c'est pas nécessairement une chicane, là. C'est si tu vois une injustice, si tu vois quelque chose qui n'a pas de bon sens, c'est juste normal de le dire. Puis c'est pour ça que moi, personnellement, je suis dans le milieu du logement. Puis le comité Logement Rive-Sud, lui, c'est un groupe qui est né d'une mobilisation citoyenne. C'est un groupe là ça a été des ménages de Châteauguay qui ont donné naissance à un mouvement. Puis ce mouvement-là, il est devenu énorme par la suite, là, parce que le comité Logement Rive-Sud, dans son mouvement initial, il y a 45 ans, ça a donné naissance à l'Office d'habitation de Châteauguay, ça a donné naissance à Solide, dont je parlais tantôt, ça a donné naissance à la Fédération des OSBL d'habitation de la Montérégie, de l'Estrie, la FROM, puis ça a donné naissance dernièrement au groupe de ressources techniques de la Rive-Sud. Donc, tout ça mis ensemble, c'était une mobilisation citoyenne, des gens, là, des locataires, qui ont lancé un mouvement, puis qui aujourd'hui logent des milliers de personnes, qui aident des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie, qui parlent et qui donnent une voix à des milliers de personnes aussi, qui puissent parler. Donc, pour moi, quand j'en parle, ça me donne des frissons parce que je trouve ça incroyable, là, qu'une mobilisation citoyenne, puis les personnes qui étaient impliquées, ben, ils ont créé quelque chose de grand, là, à travers cette mobilisation citoyenne, ce militantisme, parce que c'est des valeurs qu'on défend, c'est une vision du monde qu'on défend, puis voilà. C'est ça. Oui, mais c'est fou aussi de voir justement que ça a donné naissance à d'autres groupes. Puis finalement, tous ces groupes-là ensemble, que dans le fond, vous êtes tout le chapeau du logement, mais il y a comme une force de frappe que chacun finit par faire son affaire, mais ensemble, il y a quelque chose de grand. Puis c'est pas... Tu sais, les gens vont souvent dire des groupes comme nous, c'est des pelletés de nuages, mais concrètement, là, Solide, là, c'est... Là, les chiffres, j'ai pas... Mais c'est presque à 700 unités. La Fédération fédère pas loin de 3000 quelque chose d'unités. Le GRT a réalisé je sais plus combien d'unités de logement social. On parle à des gens, des milliers de personnes par un au téléphone pour défendre leurs droits. Donc, c'est pas juste du militantisme puis revendiquer quelque chose, on fait quelque chose concrètement. Puis ça serait pas possible sans l'implication des personnes qui ont donné naissance au groupe et qui continuent à s'impliquer. Là. J'aimerais ça prendre l'occasion aussi pour dire, nous, on a à peu près 80 personnes qui militent régulièrement au comité Logement Rive-Sud, puis c'est la force du groupe. C'est ça qui fait qu'on a une notoriété, selon moi. Quand je vais parler quelque part, comme je le disais tantôt, c'est pas juste mon opinion à moi, c'est pas juste moi qui décide. Il y a plein de monde en arrière, mon conseil d'administration, les militants et militantes qui donnent de leur temps, qui sont généreux, qui pensent aux gens, mais ces autres, la force en arrière de tout ça, là, qui ont donné naissance à tout ça. Et puis c'est le fun, on dirait que tout ça comme vient de Châteauguay, comme une effervescence. Puis dans un sens, c'est comme un peu drôle, parce qu'à Châteauguay, il me semble qu'il n'y a pas tant de logements. Le Solide est là, l'OMH, mais on dirait que c'est le festival du bungalow. Mais je trouve ça quand même intéressant qu'il y a un cœur de ça, justement, de se battre pour le logement, pour l'accès à l'habitation. Mais je dirais que le milieu communautaire à Châteauguay, moi, je viens de Longueuil, là, sur la... Puis quand je suis arrivé à Châteauguay, c'est une chose qui m'a impressionné, c'est ce côté militant, la facilité de mobiliser les gens, puis le militantisme ou la rapidité à laquelle les groupes communautaires de Châteauguay vont dire, ben oui, nous, on participe à telle action, nous, on veut mobiliser pour ça. Puis ça m'impressionne. Puis dernièrement, nous, on a commencé à desservir un peu plus la MRC des Jardins de Napierville, puis ils ont cette même approche, ils ont soif de justice sociale, soif de faire entendre les besoins des personnes, puis soif de parler pour eux autres, là. Puis j'imagine justement, tu parlais de ces gens-là, de la force du nombre, ça doit aider à rester motivé, en fait. Ah oui, parce que j'imagine, quand on est dans le militantisme, on dénonce des choses, ça doit être facile aussi des fois pas de s'épuiser peut-être, mais de dire je tape sur le clou, mais de rester motivé, ça doit être... Oui, c'est sûr, ça motive. Quand les personnes, des fois, chacun est différent, mais moi, c'est quand j'entends quelqu'un me dire, ça c'est très personnel à moi, c'est me dire, ben moi, quand je suis avec vous autres, je me sens vivant, ou je me sens vivante, puis je milite avec vous, là, puis j'aime ça quand vous m'appelez parce que je sais qu'il va y avoir de l'action. Moi, j'adore ça. J'adore ça, puis une autre des choses
de comprendre de nos groupes comme nous, c'est qu'on mise beaucoup sur l'intelligence collective. Nous, on a lancé un projet il n'y a pas si longtemps, là, où c'est surtout dans le secteur de Longueuil, parce qu'on a reçu le financement là-bas, pour accompagner créer des regroupements de locataires, puis les accompagner dans leur démarche. Puis, donc, on a une organisatrice communautaire qui se déplace, qui va dans l'appartement, organise des rencontres, les informe sur leurs droits. Puis ça a vu le jour parce qu'on a fait des consultations auprès des membres locataires qui nous ont dit ça prend plus d'accompagnement du comité logement. Vous devez aller vers les gens et pas attendre qu'ils vous appellent, puis vous devez collectiviser leur démarche. Puis c'est ça qui a donné naissance à ce projet-là, qui pour moi est un projet fantastique, mais c'est pas Marco, c'est pas mes collègues qui ont décidé, c'est les membres du comité logement qui ont donné naissance à ce projet-là. Fait que ça, c'est ultra motivant, là. Puis nous, quand on laisse les gens parler, mais c'est eux autres qui prennent position, là. Puis notre rôle à nous, là, c'est pas oui, on fait de l'éducation populaire, mais c'est de permettre que la position des locataires, soit entendue, là. Ouais. Fait que oui, c'est très, très motivant de pouvoir faire ce travail, là. En fait, de porter la voix. Exactement, des gens. Puis peut-être en terminant, est-ce que tu es positif pour la suite des choses est-ce qu'on espère encore que justement les logements, le fameux 15 000 qui est jamais arrivé? Ben, oui, je vais rester positif dans le sens que là, je pense que le gouvernement du Québec, présentement, il ressent la pression. Donc, il va falloir qu'il bouge. Je pense pas qu'il soit complètement insensible. C'est pas des vilains au pouvoir, là. Tu sais, je pense que il faut les convaincre. Puis, je pense qu'ils voient. Donc, ils vont peut-être agir. C'est sûr que leur position, je pense qu'elle est plus d'encourager le marché privé, qui pour nous est souvent une des causes du problème, mais je pense qu'ils commencent à avoir cette position-là. L'autre chose qui est encourageante, c'est que lorsqu'il y a des problèmes comme ça, les gens se lèvent puis ils militent. Quand les problèmes arrivent, les gens ils restent pas dans leur salon à se morfondre. Là, ils ont soif d'aller en débattre, de participer au débat public, de faire comprendre aux élus que ça prend du logement social et des solutions. Donc ça, c'est encourageant. Là. Nous, ça fouette les troupes quand on vit des situations comme ça. Là, je dis que ça fouette les troupes, mais ça donne la vigueur aux militantistes. Ouais. Puis moi, je suis très chanceux parce que le comité logement est très chanceux. On a un conseil d'administration qui cette valeur-là, les conserve farouchement, puis de manière très jalouse, nos valeurs de militantisme, de participation citoyenne et tout ça. Puis ça en font les gardiens et les gardiennes, là, ce CA-là. Fait que, oui, tant que ce CA-là aura ces valeurs-là, puis ils vont être capables de faire pousser les choses, le comité logement aura toujours comme cette force d'agir, puis cette volonté comme je disais tantôt, de porter la voix des personnes, puis de dénoncer les situations qui sont à dénoncer. Ouais. Puis peut-être que justement, là, si le gouvernement a une autre fois une idée de donner là, des 400-500$, peut-être le garder puis mettre ça dans des projets... Espérons, structurants. Ou structurants, ou peu importe dans quoi, là, mais que... Parce que ça m'a fâché, mais tu sais, j'avais reçu puis j'étais comme... Tu sais, oui, mais ça me sert à quoi, tu sais? Je vais acheter quelque chose, je vais mettre ça là, mais... Bon, puis après ça, il y a du monde qui dit, tu peux leur donner, toi, un organisme, oui, mais ça n'a pas le même poids que... Non. Que je me sais pas c'était quoi le chiffre total, le milliard... 4 milliards, je pense qu'on parlait... Je le fais aller aussi haut, mais ouais, ça... La quantité de logements sociaux qu'on aurait pu faire avec ça, puis qui aurait eu un impact à long terme sur tout le monde, non, c'est ça. C'est incroyable. C'était tellement une vision à courte vue. Bon, je voudrais pas parler d'acheter des élections, mais ça ressemblait étrangement à ça, là, acheter des votes, là, mais bon, c'est clair. Puis, je veux dire, bon... donner mon 500$ à un organisme, il serait content, mais ça n'a pas ce poids-là de... Non, exactement. Du gros chiffre qu'il y en a pour faire le quoi. Mais en tout cas, il y avait aussi récemment, si on veut parler de positif, le sommet de l'habitation, c'est Longueuil-Laval. C'est bien. Tu me disais à Ordonne. Peut-être expliquer un peu ça consiste à quoi. C'est ça, la ville de Longueuil et la ville de Laval se sont mis ensemble pour créer un sommet de l'habitation. Ils ont invité plusieurs acteurs du logement, là, de l'habitation. On est allé à Laval pour ça. Puis moi, ce que je retiens de ce sommet-là, c'est qu'il y a eu un leadership qui a été pris par la mairesse de Longueuil et le maire de Laval. Ouais. Parce qu'il y avait un manque de leadership sur les enjeux de logement, là, le Québec ne prenait pas le leadership et les municipalités l'ont pris. L'autre chose qu'on constate aussi, par exemple, Centraide du Grand Montréal a lancé des discussions, là, ils ont produit un rapport là, sur l'état du logement actuel, les besoins en logement qui est très intéressant. Il va y avoir une discussion au printemps là-dessus aussi que Centraide met de l'avant. La CMM a fait des consultations sur le logement et tout
tout partout sur le territoire là, de la Rive-Sud, puis je suis persuadé que partout au Québec, il y a plein d'initiatives en logement qui sont lancées. Les gens sont préoccupés, ils en parlent, ils lancent des choses, ils lancent des idées. Donc, il y a toutes sortes de discussions. Donc, du côté encourageant, ça, c'est vraiment très encourageant parce que ça a le potentiel de donner place à des choses très, très concrètes là, pour aider les locataires là, sur le terrain parce que c'est les personnes du terrain qui le font. Exact. Puis même la CMM s'est dotée de sa première politique en habitation depuis l'existence de la CMM. Fait qu'on voit que l'habitation rentre dans la discussion. Mais tu sais, d'un autre côté, tu te dis, le municipal, c'est évident que le municipal est préoccupé par l'habitation parce que c'est directement leur territoire, ils le voient. Mais en même temps, les municipalités sont tout le temps les mains liées parce que l'argent n'est pas là. T'sais. C'est ça. Fait que j'imagine qu'il y a un jeu de oui, on peut. Tu sais, c'est eux qui, avec les MRC, font les schémas d'aménagement, qui mettent un peu, voici comment qu'on veut, mais si l'argent n'est pas là. Si l'argent n'est pas là, ils peuvent bien dire vouloir forcer promoteur, mais. C'est ça, exactement. Présentement, ils ont un pouvoir d'action qui est malheureusement limité. Je sais que les associations de municipalités, l'Union des municipalités du Québec, puis je me souviens plus de l'autre regroupement, mais ils demandent à revoir le modèle de taxation, le modèle fiscal, qui pourrait être intéressant si c'est utilisé pour aider les personnes, bien sûr. Là. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, si on demande aux villes, une ville peut bien vouloir faire du logement social, mais si elle n'a pas les moyens d'acheter un terrain, si elle n'a pas moyen d'aider un promoteur, le logement social, à faire quelque chose, ça reste des vœux pieux, là, malheureusement, mais espérons que Québec entende les demandes des villes. Parce que je fais un aparté, là, mais tu sais, juste la forêt ici, Châteauguay-Léry, tu sais, tu as une politique qui découle d'en haut de dire, on veut protéger tant de territoires, puis ils disent, protégez-les, mais les villes n'ont pas d'argent pour acheter la forêt des mains des promoteurs. Exactement. C'est un peu le pelletage par en avant. Fait que, c'est ça. En haut, ils paraissent bien, ils disent, on a demandé. Oui, mais... C'est ça. Ça se fait pas tout seul, un logement. Exactement. Ça prend des sous. Ça prend l'argent, malheureusement. Là. On vient toujours à ça. C'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie énormément. Merci de m'avoir reçu. C'était une belle discussion. Super. Merci, monsieur. Merci beaucoup.